Bonjour, je m'appelle Alexandra Lalekova et je suis heureuse d'être avec vous au colloque en Israël, même virtuellement, consacré au fleuve. Je voudrais partager avec vous mes réflexions autour du professionnalisme et du métier de professeur de fleuve. Je vais partager l'écran avec vous. A-t-on besoin de professeurs de langue à l'ère numérique? Et cette question n'est pas du tout rhétorique pour moi. Elle est née de longues réflexions professionnelles d'enseignement dans l'éducation supérieure. Et depuis 2002, je forme de futurs professeurs de langue étrangère à l'Université de Tallinn en Estonie. Et le besoin de repenser le métier de professeur est très aigu, surtout à la lumière de changements profonds et nombreux qui ont traversé notre société. Nous allons le faire, nous allons repenser le métier de professeur et le situer dans le dispositif épistémologique des sciences de l'éducation, des sciences du langage, un peu plus rapidement, et un peu plus dans les didactiques des langues. De même, nous allons le croiser avec le dispositif économique. Cette citation vient de l'article d'Andy Hargreaves, publié en 2000. Et certes, ces réflexions et références se situent dans le contexte des pays anglophones, mais les grandes lignes, le modèle peut être très opérationnel dans d'autres contextes éducatifs. Donc, je cite, dans plusieurs parties du monde, l'enseignement subit ou est sur le point de subir une transformation profonde. Les standards et les attentes élevées imposées aux apprenants en termes d'acquisition de nouvelles compétences, comme travail en équipe, développement de processus cognitifs de haut niveau, l'usage efficace de nouvelles technologies de l'information, de la communication, poussent aux nouvelles formes d'enseignement auxquelles les professeurs n'ont pas été forcément formés eux-mêmes. Et j'ai été frappée par le fait, en lisant cet article, en 2000, je suis frappée que nous sommes devant les mêmes défis et que la première vingtaine du XXIe siècle n'a pas apporté de réponse exhaustive et claire à ces questionnements importants. Et en parlant du système éducatif, Hargreaves emprunte une métaphore à Tiak et Tobin. Il parle des grammaires de scolarisation. Il dit comme les grammaires de langue instituées pour les langues qui donnent forme à ce que nous voulons dire, les grammaires de scolarisation donnent forme à ce comment nous comprenons, comment faut-il enseigner. Et comme la grammaire de langue, la grammaire de scolarisation, une fois installée et institutionnalisée, devient stable et très peu apte au changement, donc très lente au changement. Alors, Hargreaves distingue aussi deux termes, professionnalisme et professionnalisation. Le professionnalisme renvoie à la qualité de travail, aux standards professionnels, et la professionnalisation renvoie à être un professionnel, être vu comme un professionnel et donc plutôt un statut. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 4 âges de professionnalisation. Donc le contenu du travail, la qualité du travail du professeur. Il est décrit comme ainsi. Donc l'âge de du pré-professionnel, de l'enseignant pré-professionnel, se situe au début du XXe siècle. Et en fait, on peut dire même durant la première moitié du XXe siècle, où s'installe le modèle de l'éducation de masse qui doit correspondre à 4 demandes de la société, maintenir l'attention de l'élève à l'école,
couvrir le contenu, le curriculum, arriver au même niveau de motivation des élèves et au même niveau de maîtrise du matériel. Donc, l'éducation normalisante avec les méthodes de récitation de la lecture, questions suivies par des questions-réponses. Le deuxième âge de professionnalisation est le professionnel autonome. Et ce changement arrive dans le contexte des pays anglophones, dans la période après la Seconde Guerre mondiale, où l'enseignant devient responsable et autonome de ce qui se passe dans ses classes. En même temps, il se trouve aussi seul dans ses questionnements quotidiens et on parle de la singularité du travail des enseignants à cette époque. De même, la formation, ce qui est important de noter, la formation de futurs professeurs se fait au sein des universités désormais. Cette période est caractérisée par un dialogisme métadiscursif entre le discours des très traditionnalistes et le discours progressiste. Mais de vrais changements, de vraies rhétoriques, en fait, ça reste que rhétorique, il n'y a pas de vrais changements derrière ces discours. Le troisième âge commence dans les années 80 et il renvoie un professionnel collégial. Il correspond au moment où les enseignants comprennent et ressentent le besoin d'une expertise extérieure et ça donne naissance à de nouvelles formes collaboratives dans le métier des enseignants, des professeurs, un changement de gestion des écoles, mais aussi à la différenciation des rôles des professeurs au sein de l'école. Le quatrième est appelé par Hargreaves comme l'âge de déprofessionnalisation ou post-professionnalisation et c'est l'ère postmoderne. Et l'âge du post-professionnel est formé par deux facteurs, deux moteurs de changement. C'est la nouvelle conjoncture socio-économique qui influence les paysages éducatifs nationaux en introduisant la concurrence internationale, donc la globalisation du cadre éducatif, et imposant le scénario néolibéral. Les établissements éducatifs sont désormais poussés vers le modèle d'autogestion et d'autofinancement. Ce qui oblige aussi les enseignants à prendre de nouveaux rôles au sein de ces établissements, comme gestion des équipes, programmation des ressources, marketing de formation, etc. Ce type, donc le deuxième facteur, le premier on avait dit le modèle néolibéral, le deuxième c'est les technologies web 2000, les technologies collaboratives. Et les nouvelles technologies de l'éducation, de l'information, de la communication influencent le temps et l'espace de l'éducation. La compression du temps et de l'espace sont la cause et les conséquences de l'accélération des changements dans nos sociétés. Les technologies de l'information et de la communication ont une implication sur la prise de décision dans les écoles, les formes de travail, la communication interpersonnelle, la mobilité des personnes, la circulation des connaissances, etc., etc. Alors, pris entre ces deux forces majeures, les enseignants, les écoles, les universités ont fait objet de nombreuses critiques de la société. Et ça les a obligés, parce qu'à la lumière de ces changements, ils ne correspondaient plus aux besoins, à ces nouveaux modèles d'excellence économique. Et ça a obligé ça a changé le métier de professeur de sorte que ça a obligé à introduire de nouveaux rôles et de nouvelles fonctions
on avait déjà nommé gestion des ressources, marketing, recherche, mais aussi gestion de nouvelles technologies, design des matériaux. Et en fait, ces fonctions dépassent largement le cadre épistémologique du métier de l'enseignant comme tel. C'est pour ça que Hargreaves parle de la déprofessionnalisation du métier de professeur. Comme cette période est accompagnée aussi de ces critiques sociales, on voit, en fait, on n'a pas encore dépassé cette période, on voit le retour de ces critiques sur la perception des enseignants de leur métier. Et ici, vous voyez une graphique qui vient du dernier rapport publié par Thalys, le dernier rapport de 2018, qui représente comment les enseignants dans les 34 pays qui ont participé à cette enquête, comment ces enseignants perçoivent la valorisation de leur métier par la société. Et Israël, donc nous allons prendre 3 pays pour les comparer. Israël se situe au milieu de cette graphique, et de ce graphique, il correspond à peu près à 30 points sur 100, donc ce qui représente à peu près un tiers, donc qui est plutôt un point positif. Ce qui est un peu dommage que Israël, depuis 2013, on voit la diminution de la perception des professeurs de la valorisation de leur métier. L'Estonie se situe entre l'Angleterre et la Belgique. Et en 2013, nous avons eu de très bas résultats. En fait, la société ne valorisait pas, et en fait, cette image était retournée aux professeurs. Et depuis, le gouvernement estonien a introduit de nombreuses mesures pour augmenter et améliorer la situation et valoriser le métier de professeur. Ce qui me rend triste, c'est l'avant-dernière à droite, France, dont les professeurs français se perçoivent la valorisation de leur travail de façon très, très inférieure. Donc, nous avons encore des choses à améliorer de ce côté. Si nous posons cette problématique maintenant dans le dispositif économique et voyons comment le métier du professeur évolue en référence aux autres métiers, quelles sont les dynamiques. Donc, on remarque dans le rapport publié par le Forum mondial de l'économie en 2018, également, comme Thalys, donc ils ont fait un rapport sur l'avenir des métiers, et ils ont privilégié 4 moteurs de changement: Internet haut débit, intelligence artificielle, les données massives et informatique à nuage, ce qui permet effectivement d'accroître la mobilité des personnes, encore une fois, compression du temps et de l'espace. Donc, quelle implication pour l'évolution des métiers? Ça veut dire que d'ici en 2020, à peu près un peu plus que 80% d'entreprises envisagent d'accélérer l'introduction, l'adaptation de nouvelles technologies. À peu près un tiers d'entreprises se disent d'intégrer les robots et remplacer le travail humain. À peu près 60% d'employés vont être concernés par la distribution différente
et le chaîne de production va être aussi subir des changements. Donc, de nouvelles frontières entre le travail effectué par les hommes et par les machines va s'établir et je n'ai pas de chiffres, de derniers chiffres aujourd'hui, mais la pandémie a accéléré ces processus. Comment donc voyons-nous le métier de professeur à l'ère numérique et à l'époque dans ce modèle néolibéral? Les nouvelles technologies, les outils informatiques nous permettent aussi aujourd'hui de générer, détecter, formater, corriger, traduire le texte et la parole humaine. Et ce fait ne pas influencer le contenu et les méthodes d'enseignement des langues. Je le dis parce que je voudrais resituer encore une fois ce qu'on vient de voir, cette fois dans l'épistémologie de notre discipline, les didactiques des langues, et je voudrais donner parole à Christian Perren, qui établit une homologie entre les actions sociales de référence de l'usage de langue et les tâches et les situations scolaires de référence de son apprentissage. Alors, cette situation fait apparaître un usager apprenant de langue étrangère qui désormais communique de façon différente, qui fait recours aux nouvelles technologies et le fait de façon efficace. Et de nombreuses études en didactique des langues questionnent la façon la plus efficace, comment intégrer les TIS dans l'enseignement des langues, comment se servir des plateformes collaboratives et interactives qui permettent aux usagers apprenants de co-créer, partager et co-éditer le contenu linguistique et culturel. Donc ici, à droite, vous avez une liste, juste quelques noms qui ont déjà travaillé autour des questions de didactisation de blogs, de narration numérique, de wiki, de podcasts, d'avatars, vidéos et photos, messagerie, hashtag, outils interactifs, etc. Et de nouvelles pistes et implications didactiques et le mouvement vers les théories d'expertise d'adaptation. Alors, ces changements font apparaître aussi de nouvelles formes d'apprentissage, et l'apprentissage de langue quitte le cadre formel et le temps formel de la classe de langue, et il n'est plus géré, contrôlé par le professeur, par l'école. Et là, en fait, c'est apprentissage portable ou mobile qui est possible par les téléphones portables, par les applications qui sont téléchargeables dans les téléphones portables. Ces applications disponibles gratuitement, instantanément sur ces téléphones portables participent à la démocratisation de l'enseignement des langues, vu autrefois comme un capital culturel accessible à une élite ou à une classe aisée. Accès à Internet permet d'introduire de nouvelles stratégies efficaces d'apprentissage de langue, comme par exemple la dernière, apprentissage guidé par les données de corpus disponibles en ligne. Apprentissage adaptatif qui permet d'avoir des données massives sur comment se fait l'apprentissage. Et apprentissage de différentes formes hybrides, mixtes, qui permettent d'être à la fois dans plusieurs espaces virtuels et espaces physiques, ou permettent de trancher les séances travail individuel au préalable avec le logiciel et travail dans un cours interactif avec le professeur.
Alors, est-ce que aujourd'hui, la seule chose qui nous reste, c'est d'apprendre à utiliser Google? Je ne pense pas. Et je voudrais revenir à la question posée au début, à ton besoin de professeur de langue à l'ère numérique. Je pense que oui et non. Non, on n'a pas besoin de professeurs contrôleurs, correcteurs, récipients de savoir. Et oui, on a besoin de professeurs pour accompagner l'apprenant usager et le guider vers l'autonomisation dans son parcours individuel d'apprentissage de langue. Et je vous invite à réfléchir ensemble autour des questions reformulées. Pourquoi les apprenants usagers apprennent-ils les langues étrangères à l'ère numérique? Et comment nous, les enseignants, nous pouvons aider et guider ces apprenants usagers à apprendre les langues étrangères à l'ère numérique? Merci pour votre attention.